Bonjour à tous, vous aimez les entreprises qui innovent, vous êtes au bon endroit. Smart Future donne la parole à celles et ceux qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire. Le sujet de la semaine nous fait pousser la porte des maisons et des appartements du futur. Seront-ils toujours plus connectés? La voix remplacera-t-elle les claviers? Comment notre habitat s'adaptera au réchauffement climatique? Débat juste après ces titres. Smart Money, notre chronique sur les placements d'avenir et les monnaies du futur. On se demandera s'il faut investir dans l'industrie du cloud. Smart Connect, notre plongée hebdomadaire dans le monde du e-commerce. Vous découvrirez C-Shield, c'est la filiale de Cdiscount qui est spécialisée dans la cybersécurité des entreprises. Et puis dans la seconde partie de l'émission, on verra ce qui se prépare dans le secteur de l'éclairage urbain. On ira du côté de la bioluminescence. Ça promet aussi d'être passionnant. Mais d'abord, la maison, le cloud, la cybersécurité. 3 thèmes pour notre première demi-heure. Bienvenue dans le futur. La maison du futur nous ouvre ses portes et pour la découvrir, j'accueille Michael Sagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable marketing home et distribution chez Schneider Electric France. Et puis avec nous en visioconférence depuis l'Ille-et-Vilaine, depuis Bonne-Main pour être précis, Guillaume Etor, directeur en charge du pôle Smart Home de Datador, spécialiste de l'habitat connecté. Bienvenue à vous aussi. Petit test, est-ce que vous m'entendez bien ? Je vous entends très bien, bonjour. Bon, l'image, le son, tout ça est parfait. Alors imaginons tous ensemble, nous sommes en 2040, je rentre du travail après avoir présenté le numéro 821 de Smart Future. J'arrive devant la porte de mon appartement. Est-ce que j'ai encore une clé pour l'ouvrir, Michael Sagne ? C'est une très bonne question et le logement de 2040 ne ressemblera certainement pas à ce qu'il est aujourd'hui. La serrure, bien évidemment, sera certainement connectée, réagira à la voix, on pourra ouvrir sa porte avec son empreinte digitale. On arrêtera d'oublier ses clés avant de rentrer chez soi. Ça sent le vécu. Ça sent un petit peu le vécu. Ouais. Et surtout, le logement sera beaucoup plus efficace en énergie. Le logement produira sa propre énergie, sera équipé de panneaux photovoltaïques, peut-être d'une éolienne, et l'optimisation de tout ça se fera de manière la plus intelligente et la plus autonome possible. C'est peut-être ça ce qui me surprendra, ou en tout cas ce que je trouverais de plus nouveau dans cet appartement de 2040, c'est la façon, parce que la question du réchauffement climatique, elle est en filigrane de tous les projets, de tout l'habitat, de tout ce qui se construit aujourd'hui. C'est la façon de maîtriser l'énergie, de maîtriser sa consommation d'énergie. Tout à fait, au même titre qu'une voiture hybride, par exemple, aujourd'hui, le logement de demain, le logement de 2040 sera lui aussi hybride, produira sa propre énergie. Et on le voit avec les normes telles que la RE 2020 qui arrive dès cette année dans les constructions neuves. Les foyers s'équiperont de panneaux photovoltaïques et ça nécessitera de piloter ça de manière la plus intelligente possible pour réduire sa facture, si ce n'est même l'annuler à la fin de l'année. Guillaume Etor, c'est vraiment votre métier, la domotique. Vous équipez déjà aujourd'hui nos habitats d'outils connectés. Moi, je suis un peu réfractaire, pour être honnête, encore un peu dinosaure en la matière. On continue d'être en 2040. Faites-moi une petite liste d'objets connectés qui ne le sont pas forcément encore aujourd'hui, ou en tout cas qui ne le sont pas dans le grand public. Alors, effectivement, je pense même qu'il faut se poser la question des objets connectés en tant que tels. C'est-à-dire que avant qu'un objet soit connecté, avant de parler d'objets connectés, il faut parler d'objets. C'est-à-dire, si je prends un exemple, un bon thermostat connecté, il faut avant tout que ce soit un bon thermostat. Je vous rejoins un peu, la connectivité, elle vient ensuite, elle vient par-dessus ça. C'est comme dans le cas de l'électroménager ou de nombre d'applications où il faut d'abord avoir un objet performant avant de penser à le connecter. Maintenant, effectivement, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus de fonctions qui étaient assurées avant sans connectivité le sont maintenant de manière plus efficace avec de la connectivité. Si je reprends l'exemple du thermostat, le thermostat connecté, il va être capable de s'allumer, de s'éteindre en fonction de la présence des occupants. Il va être capable de détecter la présence des occupants. Il va être capable d'aller chercher des prévisions météo pour s'adapter aux températures futures, toutes choses qui ne sont pas possibles sans cette connectivité. Donc on va
on va vraiment venir enrichir l'utilisation de produits qui existent déjà. Ouais. Alors il y a des objets, on va sortir du thermostat, mais qui existent déjà. Le frigo qui peut alerter sur ce qu'il faut acheter, le miroir qui va analyser le teint pour savoir quel type de maquillage utiliser ou même éventuellement détecter des maladies. Tout ça, ça existe déjà, Guillaume Etor. Est-ce que ça vous arrive d'en installer ? Oui, alors des miroirs connectés, nous n'avons pas ça à notre gamme aujourd'hui, mais des thermostats connectés, des serrures connectées, des alarmes connectées. Aujourd'hui, nous installons cela, nous installons de l'éclairage connecté également, qui permet un pilotage à distance, un pilotage, on y reviendra tout à l'heure, par exemple à la voix, qui permet des intégrations grandement simplifiées par la connectivité. On y reviendra effectivement, le pilotage par la voix, ça me semble une des évolutions les plus importantes. Michael Sagne, est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux objets sur lesquels vous êtes en train de travailler, objets comme ça un peu étonnants ou un peu futuristes? Bien sûr, on est en train de travailler sur le tableau électrique de demain, Ouais. et le centre énergétique finalement, le centre névralgique des énergies d'un logement, et c'est le cœur d'activité de Schneider Electric. Donc on est en train de travailler sur un tableau nativement connecté qui permettra justement aux occupants de piloter leur énergie depuis ce centre névralgique, de savoir d'abord combien ils consomment, comme dans un véhicule, comme je disais tout à l'heure, de savoir que quand j'accélère, je consomme un peu plus d'essence que quand je décélère. Pareil dans son logement, quand j'allume mes radiateurs, quand j'allume ou que j'utilise plus certains équipements, je sais combien je consomme en euros. Et suite à ça, je peux optimiser justement l'apport solaire ou l'apport des énergies renouvelables dans ce bilan énergétique. Oui, des tableaux ou même des bornes, parce que c'est vrai qu'on va de plus en plus vers le tout électrique. Cet enjeu de l'électrification des villes, vous êtes au cœur de ces enjeux avec Schneider Electric. Ça suppose des bornes intelligentes et des installations qui aient la capacité de redistribuer de l'énergie, si besoin, au réseau, c'est ça ? Tout à fait. Alors déjà, les réseaux électriques vont évoluer, puisque quand on installe une borne, le véhicule doit être chargé avec une puissance conséquente. Donc les abonnements aux fournisseurs d'accès d'électricité vont être différents. Les infrastructures électriques doivent évoluer pour supporter ça sans risque pour les utilisateurs. Et c'est d'abord la sécurité qui doit être garantie avec les réseaux d'installateurs professionnels qui déploieront ces produits-là. Et bien évidemment, rendre tout ça intelligent, puisque la simplicité, c'est un besoin premier des consommateurs lorsqu'ils vont aller vers ces logements futurs et beaucoup plus intelligents qu'ils le sont aujourd'hui. Alors la voix qui remplace le clavier, on y est déjà. Il y a les assistants personnels que certains ont chez eux. Moi, pour l'instant, il n'est pas rentré chez moi. Ça va vraiment être le nouvel outil pour commander sa maison, pour régler un peu tout ce qu'on a besoin de régler dans une maison ? Bien sûr, c'est d'ailleurs ce qui a permis au marché de la domotique, du smart home, de trouver un essor sur les 2-3 dernières années, puisque le taux d'équipement des Français a explosé en matière d'enceintes connectées. Et c'est Alexa, Google Home, Apple HomeKit qui a permis vraiment de démocratiser et de rendre les choses simples pour les utilisateurs, contrairement à ce que l'on a connu dans le passé, des systèmes lourds, complexes, chers. On arrive aujourd'hui avec des objets connectés, interconnectés entre eux, par la voix, par ces plateformes-là, qui permettent aux occupants de créer des scénarios nuit, lever, réveil en douceur, amis à la maison, et donc de piloter ses ouvrants, ses lumières, son chauffage, la musique en même temps, son alarme, etc., en fonction de tout ça. Oui. Guillaume Etor, il y a déjà certains de vos produits, j'ai vu ça sur votre site, qui se commandent à la voix, évidemment. Oui, tout à fait. Nos produits sont compatibles avec Alexa et Google Home depuis 2018. Nous avons récemment ajouté également la possibilité de commander des volets roulants par la voix. Et nous avons vu le jour où nous avons mis en place la commande vocale des volets roulants, une multiplication par 10 des inscriptions d'utilisateurs Deltador sur Alexa et un nombre d'utilisateurs quotidiens qui est doublé depuis cette mise en place. Donc on voit une très forte appétence en fonction des usages, c'est-à-dire que les usages ne sont pas les mêmes suivant qu'on parle de volets roulants, d'éclairage, de chauffage. Et bon, je dirais, on garde l'utilisation de tous les modes différents, donc l'interrupteur mural, la télécommande, le smartphone, la commande vocale. Et finalement, tout ça vient se combiner et s'additionner. Et on ne fait pas les mêmes choses au même moment de la journée avec les mêmes modes de commande.
Un élément que je trouve également très intéressant de la commande vocale, c'est l'utilisation familiale. C'est-à-dire que tout le monde dans une famille, même les plus jeunes enfants, savent allumer la lumière avec un interrupteur. Quand on commence à arriver à des systèmes à base de smartphone, je pense par exemple à l'écoute de la musique, où de plus en plus on passe par le smartphone, ça peut exclure certains membres de la famille et la commande vocale permet de les réintégrer. Michael Sagne, vous avez lancé une étude auprès de 4000 consommateurs dans 4 pays, France, États-Unis, Allemagne et Suède, autour de 3 thèmes. La perception des changements climatiques, la perception de notre logement avec la crise sanitaire et l'usage des technologies dans l'habitat. Il en ressort quoi? Il en ressort quelles leçons? Est-ce qu'on est prêt à accueillir de plus en plus d'innovations chez nous? Oui, alors ça a été une étude qui nous a vraiment permis de savoir où on en est finalement en 2021 des comportements d'achat vis-à-vis de la maison connectée. Et ça a été une étude très intéressante parce qu'on voit que l'ensemble des consommateurs, en France notamment, sont sensibilisés aux problématiques énergétiques et savent que leur logement a un rôle à jouer dans ça, puisqu'en France, c'est 37% des émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Les Français le savent. Par contre, seulement un peu moins de la moitié estiment qu'ils ont eux-mêmes, demain, un rôle à jouer dans leur logement. C'est leur responsabilité, entre guillemets. Ouais. La première responsabilité est mise sur les entreprises, à plus de 70% des consommateurs, puis le gouvernement qui doit légiférer pour imposer une réduction des consommations d'énergie. Et donc sur la place des innovations, parce que je reviens à la question, on est prêt à les accueillir, mais et c'est ce que disait Guillaume Ettore tout à l'heure, et c'est ce que vous avez évoqué aussi, à condition qu'elles aient un but, quoi. C'est pas juste le gadget. Alors je pense que, et on l'a vu à travers cette étude, l'utilité des objets connectés maintenant est bien comprise. Pour gagner en sécurité d'abord, pour gagner en économie d'énergie, pour gagner en confort. Donc c'est vraiment les 3 grands domaines qu'on retrouve. Et ensuite, j'allais dire, c'est la simplicité qui va faire que les Français ou les consommateurs vont acheter un objet connecté. C'est pour gagner en simplicité. On oublie le thermostat avec la notice de 80 pages en début d'hiver pour paramétrer son chauffage et on le fait en quelques clics sur une application smartphone. Et ça, je pense que tout le monde le comprend aujourd'hui. Oui. Guillaume Ettore, une maison connectée, ça peut souvent aussi, on a parlé d'efficacité énergétique très bien, mais être une maison plus sûre parce qu'elle peut nous alerter en cas d'incendie, en cas de fuite, en cas d'inondation. Alors tout à fait, voilà, on est passé du système d'alarme un peu traditionnel qui sonne au système d'alarme relié à une centrale de télésurveillance, à maintenant l'alarme connectée qui est toujours reliée éventuellement à une centrale de télésurveillance, mais qui alerte également directement les occupants lorsqu'ils sont absents d'une intrusion et avec toutes les fonctions, je dirais, supplémentaires qui donnent plus d'utilité à l'alarme parce que finalement une alarme on l'installe et on espère surtout qu'elle ne serve pas. Avec l'alarme connectée, on va introduire de nouveaux usages pour savoir qu'un enfant est rentré de l'école à l'heure, pour avoir plein d'informations sur les entrées-sorties de sa maison et pas seulement sur les intrusions. Et Guillaume Ettore, puisqu'on parle de sécurité, la question de la sécurité de ces objets connectés, elle est réelle contre un piratage informatique. Comment aujourd'hui sont-ils protégés ? Alors effectivement, cette question-là est de plus en plus au centre des préoccupations des utilisateurs. Nous intégrons, nous, la cybersécurité dès la conception de nos produits, puisqu'effectivement l'attaque informatique est une des causes d'indisponibilité d'un produit. Il peut y avoir d'autres causes, comme souvent également la dépendance à des plateformes. On a vu en 2020 des grosses pannes chez Amazon, chez Google, chez Zoom, donc des gens qui sont pourtant des professionnels extrêmement reconnus dans ce milieu. Ça peut toujours arriver. Donc nous sommes aussi attentifs à concevoir des systèmes qui certes sont connectés, mais qui continuent de fonctionner si la connectivité n'est plus là. Alors restez avec nous l'un et l'autre, on va découvrir d'autres innovations pour la maison avec Olivia Hierret-Dobré. Et on découvre d'autres innovations, 3 innovations pour la Smart Home avec Olivia Hierret-Dobré. Bonjour Olivia. Bonjour Thomas. Bienvenue. 3 innovations qui ont été présentées au CES de cette année. Oui Thomas, et on commence avec un robot domestique, le Bot Handy de Samsung. Avec lui, plus besoin de râler sur vos enfants pour mettre la table ou sur votre conjoint pour vider le lave-vaisselle. Ça va éviter beaucoup de disputes, n'est-ce pas? Moi, je remplis le lave-vaisselle et je le vide. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Eh bien, cet appareil multitâche peut le faire et plus encore
corps. Il est capable de nettoyer des pièces en désordre, déposer du linge sale dans un bac, ranger les courses, placer une fleur dans un vase et cerise sur le gâteau, il peut même vous apporter vos pantoufles après une longue journée de travail. En fait, ce robot a des caméras qui, avec l'aide de l'intelligence artificielle, peuvent reconnaître la forme et la matière des objets afin de les manipuler correctement. Il possède un bras unique et 3 points d'articulation qui lui permettent de transporter et positionner des objets délicats comme la vaisselle. Sa base rotative lui permet de se déplacer en douceur dans une pièce et le bot Indy peut facilement se soulever pour placer des articles sur une étagère. Samsung a décidé de lui donner un visage avec 2 yeux qui se ferment et s'ouvrent pour transmettre des émotions. Alors ce robot majordome est encore en développement et aucune date de sortie n'a été annoncée. Allez, direction à présent la chambre à coucher avec un oreiller intelligent et interactif. Tout à fait. Si vous avez du mal à vous endormir la nuit ou que vous vous réveillez fatigué, eh bien, vous aurez peut-être besoin du Air Cozy de la marque Dozy Cozy. C'est un coussin qui ajuste sa hauteur à votre position de sommeil en temps réel, grâce à un système de airbag, comme vous pouvez le voir sur l'image. Alors, selon la marque, nous avons tous des besoins différents en fonction de la structure de notre corps. Et cet ajustement va empêcher les douleurs au cou et au dos, réduire les sensations de picotement et d'engourdissement. Et comme vous serez dans une position confortable pour dormir, vous n'aurez pas à vous tourner et retourner plusieurs fois dans la nuit, ce qui va améliorer la qualité de votre sommeil, mais aussi celui de votre partenaire si vous ne dormez pas seul. D'ailleurs, pour les ronfleurs, c'est aussi une solution, puisqu'il va vibrer subtilement pour inciter à changer de position et ne pas déranger l'autre. Aujourd'hui, on va sauver les couples. Oui, je ne me sens pas concerné. Ça sera grâce à une puce Bluetooth que vous pouvez connecter. Non, ça ne sera pas grâce à une puce Bluetooth. Enfin, il y aura aussi dans cet oreiller une puce Bluetooth qui vous permettra d'écouter de la musique parce que vous pourrez le connecter à votre smartphone. On y est arrivé, je vous ai perturbé. En parlant de musique, justement, on va pouvoir prendre sa douche en écoutant de la musique, c'est ça? Oui, Thomas, et c'est la Shower Power de l'entreprise américaine Empire. C'est une enceinte qui se fixe sur votre pommeau de douche et ne nécessite aucune alimentation externe. En fait, elle va se recharger juste avec l'eau de votre douche. Comment? Eh bien, au cœur de l'enceinte se trouve une mini-turbine qui, grâce à l'énergie hydroélectronique générée par le jet de l'eau, va recharger la batterie de l'enceinte, et ce, à chaque fois que vous prendrez une douche. Ampère dit que la batterie peut fournir 10 heures d'écoute, mais bon, 10 heures sous la douche, ça fait quand même un peu beaucoup. C'est pas raisonnable. Et ce n'est pas du tout écolo. C'est clair. Et justement, en parlant d'écologie, eh bien, sachez que Shower Power est fabriqué avec du plastique recyclé. C'est pas mal. Est-ce qu'on entend bien le son quand même avec le bruit de la douche? Alors a priori, oui, parce que l'enceinte dispose de 3 haut-parleurs qui diffusent le son à 360 degrés. Et si vous voulez aussi écouter vos playlists d'émissions Bismart sur Deezer ou Spotify, car nous y sommes, eh bien vous pourrez le faire en toute sérénité durant votre douche grâce à la puce Bluetooth intégrée à l'enceinte qui permettra de connecter votre smartphone. Et cette innovation est vendue à partir de 65 € sur la plateforme de financement participatif Indiegogo. Voilà, mais pour ceux qui chantent faux sous la douche, désolé, on ne peut rien faire pour vous. Merci beaucoup. Merci Olivia. À la semaine prochaine, évidemment, dans Smart Future. Merci à tous les deux. Merci Michael Sagne, merci Guillaume Lettor. beaucoup. À bientôt. Bon vent à vos entreprises respectives. Allez, on parle maintenant d'argent dans Smart Future, l'industrie du cloud. Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Smart Money, notre chronique consacrée aux monnaies du futur, au placement d'avenir. Bonjour David Derry. Bonjour. Heureux de vous retrouver, vous êtes analyste chez eToro. Vous allez nous dire s'il faut investir dans l'industrie du cloud. On commence par une rapide définition. Exactement. Donc le cloud, qu'est-ce que c'est? Donc le cloud, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une technologie aujourd'hui qu'on utilise au quotidien, sans même s'en apercevoir. Mais qu'on envoie un email, qu'on regarde une série sur Netflix ou qu'on utilise les réseaux sociaux, en fait, le cloud est présent vraiment partout. Donc le cloud, c'est quoi? Le cloud, qu'on appelle aussi parfois cloud computing, en fait, c'est une technologie qui permet aujourd'hui de stocker des données, d'héberger un site internet ou même d'offrir de la puissance de calcul à des sites, et tout ça sans qu'en fait le serveur soit visible par l'utilisateur, mais il est caché derrière une sorte de nuage dont son nom en fait le cloud. Alors, qui sont les acteurs et les utilisateurs de ce cloud?
Alors dans le cloud, il y a 3 grandes catégories d'acteurs. Ouais. La première catégorie, c'est toutes les entreprises d'infrastructure as a service, donc des entreprises qui vont offrir en fait de l'infrastructure et des services de stockage et de données pour les entreprises. Donc là, par exemple, on va retrouver des sociétés comme AWS de Amazon, comme Google Cloud, comme Equinix. Ensuite, les deuxième grande catégorie d'acteurs, c'est les plateformes qui offrent en fait des solutions pour toutes les personnes qui souhaitent développer ou tester une application. Donc là, on va retrouver comme entreprise, on va retrouver par exemple Oracle qui est dans ce domaine-là, on va retrouver IBM ou d'autres sociétés, Microsoft Azure notamment. Et ensuite, la troisième grande catégorie dans les acteurs du cloud, c'est tout ce qui est les entreprises en fait, de software as a service, donc qui vont proposer un logiciel qui va reposer sur le cloud. Et donc là, il y a beaucoup de logiciels aujourd'hui qu'on utilise au quotidien, par exemple Salesforce, qu'en est un. Il y en a d'autres comme Cloudflare ou comme Workday. Alors, qui sont les gros bras? Quelles entreprises dominent ce marché? Alors pour le moment, c'est un marché qui est largement dominé par AWS et donc par Amazon, qui détient un tiers du marché du cloud et qui génère 3 fois plus de revenus que ses autres compétiteurs. Donc les 3 autres principaux compétiteurs qui sont donc Microsoft Azure, Google Cloud et Alibaba Cloud. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cloud, c'est vraiment devenu une technologie cruciale au développement d'Internet et ça devrait encore continuer à l'avenir parce qu'avec l'arrivée de la voiture autonome ou de la maison connectée, on aura de plus en plus besoin de services de stockage de données. Il y a quelques sociétés françaises à citer quand même? Exactement, en France, on a quand même quelques sociétés françaises. On a notamment OVH, qui est l'un des leaders. On a Claranet aussi, qui se distingue des autres entreprises dans ce secteur. Et en Europe, on a même créé une initiative, il y a peu de temps de ça, qu'on appelle l'initiative Gaia X, qui est en collaboration avec l'Allemagne et qui en fait a pour objectif d'assurer une meilleure souveraineté de l'Europe à ce niveau-là. Bon, on a défini, on a posé les enjeux du marché, les principaux acteurs. Maintenant, la conclusion, la réponse à la question, est-ce qu'il faut investir dans cette industrie du cloud? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la taille du marché du cloud, elle est quand même assez impressionnante. Aujourd'hui, c'est un marché qui est estimé à peu près à 260 milliards de dollars par an. Et ça devrait croître environ de 20% par an d'ici à 2025. Et donc, on devrait atteindre, normalement, en 2025, le marché devrait représenter 700 milliards de dollars. Donc, il y a quand même une belle opportunité. Moi, de mon point de vue, la réponse sur est-ce qu'il faut investir dans le cloud, ça serait oui. On en est encore au début et le cloud offre quand même de nombreux avantages par rapport à un serveur classique, que ce soit une meilleure sécurité, une meilleure agilité ou d'autres points comme notamment un serveur qui est bien plus durable étant donné qu'il est dans le cloud. On en a aussi un peu parlé, mais il y a aussi tout ce qui est développement des voitures autonomes, de la maison connectée qui devrait aussi profiter à cette industrie. Et ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, le cloud, il est vraiment présent au quotidien. Donc, par exemple, 90% des entreprises utilisent une forme ou une autre du cloud. Et au travail, en moyenne, une personne utilise 36 services de cloud au quotidien. Donc, on voit qu'il y a quand même une vraie demande et ça devrait encore continuer à l'avenir. Merci beaucoup, merci David Derry, analyste chez eToro. Tiens, justement, on va parler maintenant cybersécurité des entreprises dans Smart Connect. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Smart Connect, on découvre comme chaque semaine le monde du e-commerce. On parle cybersécurité aujourd'hui. Bonjour Romain Broussard, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes le président de C-Shield, filiale de Cdiscount spécialisée dans la cybersécurité des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la gamme de services que vous proposez ? Alors C-Shield, c'est une entité qui émane de Cdiscount effectivement et qui adresse différents secteurs d'activité. Aussi bien dans le domaine public que le secteur privé, et va adresser principalement des plateformes digitales. Le secteur de la cybersécurité a une principale mission qui est de protéger les entreprises. Malheureusement, aujourd'hui, souvent, ça se fait au détriment de la continuité d'activité. Notre proposition de valeur, donc, c'est d'assurer cette protection
mais tout en garantissant une expérience utilisateur optimale pour les utilisateurs des plateformes digitales, donc une continuité d'activité sans compromis donc, sur la qualité de service qui est délivrée par nos clients. Ouais. Alors, ce qu'on remarque, et ça a été un enjeu majeur lors des différents confinements, c'est vrai aussi avec le couvre-feu, c'est que pour certaines entreprises, la numérisation, la digitalisation, c'était un enjeu de survie économique. Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'on assiste à un équipement, à une digitalisation un peu à marche forcée, avec les risques que ça suppose? Oui, c'est certain. Les entreprises ne sont, et pas seulement les entreprises, puisque de nombreuses administrations et collectivités ont dû aussi faire cette transformation digitale. Clairement, elles n'étaient pas préparées à cela, mais cette transformation digitale doit être durable et sécurisée. Aujourd'hui, on sait que 90% environ des entreprises en 2020 ont fait face à des événements de type cybersécurité. Et on sait qu'elles déclarent 4 entreprises sur 10 environ se disent non préparées à faire face à ces événements. C'est pourquoi C-Shield répond répond certainement à ces enjeux en proposant 2 solutions concrètement. Une première solution qui est de sécuriser les entreprises et leurs plateformes digitales des attaques dites qui viennent de l'extérieur. Et une deuxième solution qui va protéger les entreprises en identifiant des comportements suspects ou malveillants sur leur système d'information. Une tentative d'exfiltration de données, par exemple, ou la tentative d'implantation d'un malware, qui est le principal risque aujourd'hui des entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des signaux faibles qu'on peut détecter, interpréter avant une attaque? Tout à fait. Le monde digital est riche de signaux, et ces signaux ne peuvent plus être analysés par l'homme. On a besoin d'y implémenter beaucoup d'intelligence artificielle et de data science, justement pour faire de ces signaux faibles une vraie information et traiter cette information en suivant pour identifier si c'est un potentiel risque pour l'entreprise ou au contraire si c'est un client et qu'il faut finalement accompagner dans son parcours d'achat, par exemple pour l'e-commerce. Alors justement, comme ici on parle d'innovation, en quoi les solutions que vous proposez aux entreprises font appel à l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle aussi le deep learning, c'est-à-dire des machines qui apprennent de leurs erreurs, qui progressent au fur et à mesure? Alors bien sûr, Cdiscount, de par sa longue expérience, effectivement, aujourd'hui, a massivement investi dans la technologie. On dispose aujourd'hui de plus de 800 ingénieurs en développement logiciel et également 50 data scientists. Ces data scientists, ils ont été principalement au service du commerce pendant une longue période, mais progressivement, effectivement, on a commencé à exploiter ce savoir-faire sur des domaines beaucoup plus techniques, y compris sur la cybersécurité. Donc oui, on a des data scientists qui travaillent justement à mettre en place des mécaniques d'apprentissage pour identifier ce qui est un comportement malveillant, venant souvent de robots de navigation. C'est un robot qui combat un autre robot, quoi, exactement, façon, avec des humains derrière. Oui, bien sûr. Lors de la conception et dans la façon de les piloter, mais quand même c'est ça, quoi. Et tout à fait. Ouais. On a vraiment une lutte permanente avec des mécaniques d'attaque qui évoluent et donc des mécaniques de défense qui doivent également évoluer. D'où l'importance d'avoir une intelligence artificielle qui apprend. Exactement. Oui. Exactement. C'est un marché qui est en constante évolution et encore une fois, la digitalisation à marche forcée qu'on vient de connaître effectivement avec cette crise sanitaire et qui se poursuivra puisque les utilisateurs de plateformes, les citoyens, tout le monde a franchi le pas et s'habitue à utiliser ces plateformes, nous confrontent à finalement également des expositions de services de plus en plus fréquentes et des attaques qui deviennent de plus en plus élaborées. Merci Romain Broussard, à bientôt sur Bismart. On marque une pause et on se retrouve juste après pour découvrir les éclairages urbains de demain, de la bioluminescence à venir. À tout de suite. Smart Future, seconde partie, on continue de découvrir ces entreprises qui innovent, ces créatifs, ces inventeurs, ces chefs d'entreprise qui sont en train de créer le monde de demain. Voici le sommaire de la prochaine demi-heure. Smart City avec un débat autour de l'éclairage urbain. Quelle solution pour réduire l'impact
environnemental en ville, faut-il se tourner vers la nature, les plantes, vers les animaux bioluminescents? Ces technologies peuvent-elles totalement remplacer l'électricité à terme? Réponse juste après ces titres. Dans Smart Move, notre chronique sur les nouvelles mobilités, vous découvrirez la solution proposée par l'appli YesPark pour mobiliser les parkings vides et lutter ainsi contre la pollution de nos villes. Mais d'abord, comme promis, voici Smart City. On s'éclaire avec des plantes et des animaux marins. Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Comment réduire la consommation d'électricité, la pollution lumineuse et plus généralement notre impact environnemental en ville? Des solutions innovantes existent, on les dévoile tout de suite avec Sandra Ray. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Glowy et puis en visioconférence avec nous depuis Strasbourg, Rose-Marie Auclair. Bonjour, directrice générale et scientifique de Woodlight. Bienvenue à vous aussi, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, tout à fait, oui. Ça marche, nous aussi, l'image, le son, tout ça c'est bon. Je vous propose peut-être pour commencer de découvrir en fait ce que vous proposez. Je disais des solutions innovantes. Glowy, c'est déjà 3 brevets déposés, une vingtaine de récompenses d'innovation à l'international. C'est quoi votre idée de départ? Parce qu'il y a un moment où on se dit, tiens, ça c'est la bonne idée. L'idée de départ, c'est de se dire que d'une part, on est face à un phénomène de la lumière qui est très transversal dans nos vies, qui est un facteur de développement économique, qui est un besoin universel finalement, et qui, dans la manière dont il est conçu aujourd'hui, est très polluant par sa production, sa consommation, son impact sur la biodiversité et sa fin de vie. Et de l'autre côté, on a depuis près de 3,8 milliards d'années la nature qui a développé et fait évoluer un phénomène qui s'appelle la bioluminescence. C'est le plus grand secteur R&D de tous les temps, la nature, c'est clair. On n'égalera jamais son niveau de performance. Ça, Et en plus, comme il y a le phénomène de l'évolution qui fait que les autres solutions performantes restent, forcément, si ça fait autant de temps que ça fonctionne et chez autant d'organismes, parce que la bioluminescence, ce sont des animaux terrestres comme les lucioles ou les champignons, mais ce sont aussi plus de 80% des animaux marins connus. Donc c'est un phénomène ordinaire. Et donc l'idée, c'est de se dire, dans la nature, cette lumière biologique existe. Est-ce qu'on ne peut pas la transposer dans nos vies pour réduire l'impact environnemental de la lumière? Vous l'avez dit, plus de 80% des créatures marines créent leur propre lumière. Donc, c'est parti d'une observation. Et comment on part on bascule de l'observation à la solution scientifique et au produit, finalement? Alors, il y a évidemment beaucoup d'étapes. Dans mon cas, je n'étais pas scientifique au départ, j'étais designer. Donc, c'était un concours étudiant qui m'a plongé dans ce sujet-là. Et en fait, la bioluminescence est un phénomène assez connu et utilisé depuis des dizaines d'années dans les laboratoires, à l'échelle microscopique, pour faire, par exemple, du diagnostic. Et donc, il y a beaucoup de littérature. Donc, on a regardé comment fonctionnait le phénomène. On a découvert qu'il y avait notamment des bactéries bioluminescentes, donc à l'échelle vraiment du micro-organisme, qui pouvaient produire cette lumière, la reproduire. Et on est rentré en laboratoire pour faire des premiers prototypes. Et ça fait maintenant 6 ans qu'on travaille sur le sujet pour avoir développé du coup une matière première qui permet de faire cette lumière bioluminescente et le produit qui l'accompagne pour réguler cette production de lumière et la rendre la plus efficace possible aussi pour la rendre utilisable dans les villes de demain. On voit des images d'une lampe là, on pourrait croire que c'est de l'électricité, ben non. Non, la lumière est vraiment produite de manière biologique. C'est une réaction biochimique en fait qui se passe en faisant réagir 2 molécules avec de l'oxygène. Rose-Marie Auclair, Woodlight a également été primée à de nombreuses reprises. Alors chez vous, ce sont les plantes qui font de la lumière, c'est ça? Expliquez-nous. Exactement, oui, exactement. En fait, on est parti du même constat que les villes d'aujourd'hui polluent énormément, surconsomment de l'énergie. Et c'est aussi un voyage qui a été un peu le déclic pour nous. On est parti aux États-Unis, on a visité des grandes villes et on s'est rendu compte à quel point ces grandes villes étaient chouettes, mais très bétonnées et manquaient énormément de verdure. Et du coup, on a voulu répondre à ces problématiques-là en pensant aussi à la bioluminescence. On avait vraiment cette volonté d'utiliser la biologie comme un accès à trouver des solutions des futures, des innovations de demain. Mais on a associé ça aux plantes, parce que les plantes ont cette fabuleuse capacité de dépolluer l'air en fixant le CO2, qui est le principal gaz à effet de serre. Elles sont aussi 100% recyclables et aussi elles sont très jolies. Donc l'idée c'était vraiment de remettre la verdure au cœur des villes, de recréer ce lien homme-nature qui finalement est rompu ou fragilisé en tout cas dans les grandes villes. On a vraiment voulu associer l'avantage des deux, bioluminescence et plantes. Alors là aussi, il y a un défi évidemment scientifique, technologique. Comment vous faites? Vous rendez des plantes bioluminescentes, c'est ça l'idée?
Oui, c'est ça l'idée. En fait, on va prendre effectivement les gènes qui sont portés, donc qui sont présents dans les organismes bioluminescents, et on va les transférer dans les plantes pour qu'elles aient cette nouvelle capacité de créer de la lumière en plus de leur capacité normale d'être une plante. Vous en êtes à quel stade aujourd'hui de développement ? Oui, alors aujourd'hui, on a récemment, à la fin de l'été dernier, on a réussi à développer des premières cellules végétales bioluminescentes. Donc on a vraiment validé toute notre technicité, tout notre savoir-faire et toute notre technologie on a déposé un brevet sur cette technologie-là. Et maintenant, du coup, on est en phase de prototypage, donc de passer de l'état de cellules à plantes entières. Donc ça prend plusieurs mois, hein. C'est assez long, les plantes prennent beaucoup de temps à pousser, mais on espère obtenir ces prototypes cette année. Alors, produire de la lumière sans électricité, donc on a compris, c'est une solution d'avenir. Est-ce que vous diriez, Sandra Rey, vous avez déjà un petit peu répondu, mais on peut approfondir, que c'est aussi un impératif environnemental, écologique, voilà, pour notre avenir tout simplement? Oui, concrètement, on est aujourd'hui dans une situation d'urgence. La lumière, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Mais si on peut réussir à faire de la lumière qui est biosourcée et biodégradable, et donc réduire à la fois la consommation de ressources naturelles et à la fois la quantité de déchets, la consommation d'électricité et la pollution lumineuse, qui est aussi un phénomène important, qui atteint beaucoup la biodiversité et qui est un phénomène qui vraiment prend beaucoup d'importance de plus en plus, finalement, pourquoi s'en priver, quoi. Vous avez signé un contrat de marché public avec la ville de Rambouillet. Alors là, on est dans le concret, hein. On n'est pas au stade de développement. Vous y faites quoi en fait ? Alors, on travaille en fait avec Rambouillet. Aujourd'hui, on a une solution qui fonctionne bien dans un milieu intérieur qu'on a développé notamment autour d'offres pour les spas. On a fait une salle de relaxation qui est illuminée par cette lumière. Et donc aujourd'hui, notre travail consiste à passer ce produit d'un état intérieur à l'utilisation en extérieur pour le mettre dans les villes. Et donc avec la ville de Rambouillet, on fait deux choses. Le premier, c'est qu'on co-développe avec eux le premier produit de signalétique urbaine bioluminescente. Et la deuxième partie, c'est de l'expérimenter sur leur territoire, sur une place qui a été choisie à Rambouillet. Et donc on travaille vraiment main dans la main avec les services techniques pour mettre ça sur pied. Pourquoi c'est compliqué de passer de l'intérieur à l'extérieur ? Parce qu'on parle de vivant et donc forcément typiquement l'impact de la température va faire que les micro-organismes vont agir différemment. Il y a forcément une question de robustesse. Comme c'est vivant, il faut aussi être capable de le maintenir et donc de limiter au maximum la fréquence de maintenance pour en faire un système qui est viable en termes de coût. Qui est le plus autonome possible. C'est ça. Et donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont l'utilisation du vivant, qui reposent du coup des questions qui sont bien plus profondes que juste on vient remplacer une ampoule par de la bioluminescence, mais on vient créer toute une nouvelle chaîne de valeur avec des nouveaux métiers aussi pour gérer ces systèmes qui vont permettre de créer cette ville de demain. Quels nouveaux métiers ? Ils n'existent pas encore d'une certaine façon, vous êtes en train de les créer. Un nourrisseur de micro-organismes bioluminescents. À l'époque, il y avait des allumeurs de réverbères par exemple, et on peut très bien imaginer que demain, il y ait effectivement des métiers qui travaillent autour de ces installations. Rose-Marie Auclair, on parlait de pollution lumineuse effectivement avec Sandra Rey. Votre solution, elle contribue aussi à diminuer évidemment la pollution lumineuse dans les villes. Oui, tout à fait. En fait, la bioluminescence, c'est une lumière qui est très, très douce. Je pense que vous avez des images là devant vous. C'est beaucoup moins puissant, beaucoup moins agressif qu'un lampadaire, en fait. Donc, ça réduirait vraiment la pollution lumineuse et aussi l'impact envers les animaux, parce que c'est une lumière froide aussi. Donc, il n'y a pas de risque que les animaux se meurent en fait en étant sur une plante ou sur un néon que Louis a développé. Donc ça réduit complètement la pollution lumineuse, tout à fait. Mais alors cette question de la puissance, ça peut être aussi une critique qu'on émet face à vos solutions. C'est vrai que, est-ce que, par exemple, les plantes que vous êtes en train de développer, elles pourront totalement remplacer l'électricité dans nos villes, ou est-ce que c'est plutôt une offre d'appoint ? Alors, je pense que c'est plutôt une offre d'appoint. On pense vraiment que c'est plutôt une alternative à certains endroits en fait, où ça sera une vraie réponse. Par exemple, au niveau des balisages, on a beaucoup discuté avec des collectivités et ils trouvent que c'est vraiment très, très relevant, très pertinent de remplacer pourquoi pas ces lampadaires, enfin ces lampes très, très fortes pour baliser les chemins, les pistes cyclables. Qui coûtent énormément d'argent en fait, à tirer les câbles, etc. et à entretenir. Par contre, il y a des endroits dans les villes qui nécessitent vraiment un éclairage fort, vraiment pour la partie sécurité. Et là, je pense que le lampadaire fait très bien son travail. Donc, on n'imagine pas forcément remplacer tout type d'éclairage par des plantes ou par la bioluminescence en général, mais plutôt des endroits où c'est très pertinent de le mettre, quoi. Sandra Rey, même question, vous n'imaginez pas remplacer toute la
toutes les sources de lumière actuelles, quoi. Ouais, je pense qu'on a une vision assez complémentaire là-dessus. Effectivement, il y a deux manières de réfléchir. Il y a se dire, de toute façon, il n'y a pas une solution radicale qui va répondre à toutes nos problématiques. Et surtout, la lumière dans la ville, c'est très divers. C'est-à-dire qu'on imagine le lampadaire, mais en fait, il y a les mobiliers urbains, il y a les systèmes de guidage, de signalétique, de mise en valeur, qui, eux, nécessitent pas vraiment d'éclairer pour la sécurité, mais plus de donner de la visibilité. Et donc déjà, c'est des sujets qui sont énormes. Et nous, ce sur quoi on essaie de travailler avec les collectivités, c'est d'une part d'identifier bien ces usages pour avoir des produits qui y répondent, et d'autre part, se dire, si on travaille sur un sujet qui est un nouveau quartier, une nouvelle construction, où il n'y a pas encore d'installation de type lampadaire, de se reposer la question de se dire, qu'est-ce qu'on veut finalement tirer des systèmes d'illumination, et comment est-ce qu'on imagine qu'on peut juste penser différemment à la lumière, à la manière dont on éclaire, pour utiliser la bioluminescence comme unique solution, et est-ce que c'est possible? Et donc ça, c'est une réflexion qui est intéressante, parce que typiquement, les sujets de piétonisation qui sont de plus en plus prégnants dans les villes, aujourd'hui, si c'est éclairé comme ça, c'est aussi beaucoup à cause des voitures. Tout ce qui devient piéton, on se repose la question de se dire comment est-ce qu'on illumine tous les espaces végétaux, tous les espaces verts, tous les espaces de transition aussi. Il y a beaucoup de potentiel à arriver là-dessus. Mais quand je vois les images des lampes de ces spas que vous avez équipés, c'est une lumière effectivement très douce, un peu verte. Est-ce que nos villes seront vertes, quoi, vous voyez? Est-ce qu'on va tous avoir le teint vert dans nos villes, ou est-ce que vous pouvez jouer sur les couleurs, sur la puissance? Comment vous évaluez ça? Alors, sur la puissance, évidemment, c'est un de nos gros sujets. On a, nous, multiplié par plus de 500 l'intensité lumineuse de nos systèmes depuis la création. Aujourd'hui, on a une lumière qui est totalement visible, même quand il y a une autre source de lumière à côté. Donc, sur l'intensité, on peut toujours faire plus, même en jouant avec de l'optique. Et sur la couleur, donc effectivement, ça dépend de l'organisme qu'on utilise. Nous, c'est une sorte de bleu-vert. Et ce qui est amusant, c'est que c'est une longueur d'onde qui est aussi très apaisante et très relaxante. Et c'est aussi pour ça qu'on l'utilise dans les spas. Et donc, souvent, la question de la couleur vient très vite quand on parle avec des clients. Et en fait, dès qu'ils ont vu la lumière, en général, ils ont été convaincus par la qualité que ça peut apporter, et c'est aussi un vrai enjeu que nous on essaie de travailler avec les villes, c'est que la lumière a un vrai rapport avec la qualité de vie. C'est pas que de la pollution lumineuse, mais aussi de la pollution visuelle, et donc de réussir à apporter un éclairage différent, c'est aussi super intéressant grâce à cette lumière-là. Ouais, alors vous l'avez évoqué, mais ça va au-delà de l'électricité en fait, la solution que vous proposez. C'est une réflexion sur l'impact environnemental de nos villes et de nos comportements. Oui, complètement. L'idée, c'est de se dire, on change totalement toute la chaîne de production, toute la chaîne de valeur de système, justement en utilisant la nature et le vivant, et donc en faisant du biosourcé, du biodégradable. Et souvent, on a tendance à voir que la partie émergée de l'iceberg, qui est effectivement la consommation énergétique quand on utilise un produit, mais on prend très rarement en compte finalement tout son cycle de vie. Et c'est tout aussi important de penser à ressources naturelles qui sont limitées aujourd'hui et qu'on peut ne pas consommer, puisque nous, en fait, on cultive des bactéries. On a besoin de que quelques millilitres de bactéries pour créer un système de lumière. Oui, vous et on les piquez cultive rien à la nature, en quelque sorte. Rien à la nature, non. Ouais. Rosemary, au clair, vos plantes, là aussi, on va rentrer un peu dans le détail. Donc, je rappelle que vous les rendez bioluminescentes, mais ce sont des plantes vivantes, c'est-à-dire qui participent à la lutte contre la pollution dans une ville, qui créent aussi, parce qu'on sait que quand on a un environnement plus vert, ça joue sur le moral des habitants. Vos plantes participent aussi à tout ça. Ce sont des vraies plantes, si j'ose dire. Exactement, ouais. Ce sont vraiment des vraies plantes vivantes. Et donc, effectivement, on a tout cet avantage de, comme vous disiez, en fait, les plantes, ça égaye l'atmosphère, ça rafraîchit aussi. L'été, il y a de plus en plus d'îlots dans les villes qui se créent, des îlots de fraîcheur, entre guillemets, pour essayer de diminuer de quelques degrés l'atmosphère ambiante l'été. Donc oui, il y a tous les avantages là, plus la dépollution effectivement, puisqu'ils fixent, comme je le disais, le CO2 qui est le principal gaz à effet de serre. C'est leur première fonction en fait, les plantes, de faire ça. Donc oui, c'est vraiment des objets vivants. Mais vos plantes qui ramèneraient de la poésie. Oui, aussi de la poésie. Mais vos plantes, est-ce qu'elles vivent aussi longtemps que les autres ? Oui, tout à fait. En fait, le fait de rapporter la capacité de bioluminescence aux plantes n'affecte pas du tout leur durée de vie. Elles vivent normalement, en fait, elles croient normalement. Elles ont juste en plus cette capacité-là de faire de la lumière. Alors, j'essaye d'être celui qui empêche de réfléchir en rond, là, mais allez, j'imagine des plantes, et des plantes, ça se développe. Est-ce qu'il y a un risque que vos plantes envahissent, qu'on ne maîtrise plus exactement l'endroit où elles sont dans les villes ? Alors là, justement, pour contrecarrer ça, on a pensé à ça. On veut vraiment proposer une solution éco-responsable. Donc, on veut vraiment maîtriser, si je puis dire, ces plantes-là. Donc, on va vraiment les rendre infertiles pour qu'elles ne puissent pas se diffuser dans l'environnement et les rendre non bouturables. Donc, on ne puisse pas, du coup, les cloner, prendre un petit morceau et refaire quelque chose chez
soie, etc., etc. Donc elles sont vraiment dépendantes d'un terreau, dépendantes d'un pot, et en dehors de ce pot, elles meurent. Et qu'est-ce qu'elles deviennent justement quand elles ont terminé leur cycle de vie, ces plantes bioluminescentes? Du coup, c'est en fait la bioluminescence, comme Sandra l'a bien expliqué, c'est une réaction biologique. Donc à partir du moment, il faut que l'organisme soit vivant pour que ça puisse exister. À partir du moment où l'organisme meurt, il n'y a plus de bioluminescence. Donc si demain la plante bioluminescente meurt, elle sera plus du tout bioluminescente et elle sera compostable comme tout type de plante en fait. Recyclable à 100%. Sandra Ray, est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle matière première finalement avec ce que vous proposez chez Glowy? Oui, complètement. C'est un liquide en fait qui émet de la lumière de manière biologique. Donc c'est totalement une nouvelle matière première et c'est aussi un des avantages. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que du coup on pense la lumière vraiment différemment puisqu'on n'est plus sur un objet physique, un point lumineux très intense, mais sur un liquide qui peut prendre une surface, un volume qui est en mouvement aussi. Et donc ça ouvre le champ à plein de nouvelles possibilités. Et je rejoins totalement la démarche de Woodlight sur la partie attachement à la nature et ce qu'on appelle la biophilie. L'homme a un besoin inhérent de nature pour se sentir bien. Et donc de ramener ce type de technologie dans la ville, ça a forcément un impact hyper intéressant sur la qualité de vie. Et cette matière première, donc elle est née de l'observation, on l'a dit au début, des animaux marins. C'est tous les animaux marins qui ont cette capacité de faire de la bioluminescence, ou il y en a certains qui vous intéressent plus que d'autres ou qui ont permis à vos solutions d'avancer plus vite que d'autres? Alors, il y a tout type d'animaux marins, c'est-à-dire des requins, des poissons, des anémones, des mollusques, enfin, vraiment tout type des micro-algues. Nous, on utilise des bactéries. Ce sont des bactéries qui, en général, vivent en symbiose chez des poissons, mais elles peuvent vivre également seules dans la mer. Donc, nous, c'est vraiment à l'échelle du micro-organisme qu'on s'y intéresse pour ne pas avoir à toucher à des animaux. Mais je vous invite, si vous voulez en savoir plus, on a développé un jeu de société qui a 40 cartes créatures bioluminescentes à l'intérieur. Ouais. C'est assez incroyable de se rendre compte à quel point le phénomène est riche. Toutes les manières différentes qu'ont les animaux de produire de la bioluminescence, on se rend compte de toute la puissance que ça peut avoir et c'est assez extraordinaire. Mais pourquoi, alors qu'il y a aussi des plantes, vous l'avez dit au départ, c'est plutôt vers le vivant marin que vous vous êtes orienté? Nous, ce qui nous a intéressé, c'est vraiment cet aspect micro-organisme. Ce qui est intéressant avec une bactérie, c'est que ça va se reproduire très très vite. Nous, en fait, nos systèmes, ce sont des micro-usines à la production de lumière vivante. Donc ça se reproduit très vite. En quelques minutes, une bactérie, ça se divise en deux, puis ça recommence. Et donc, on peut avoir comme ça cette matière première qui, sur le plan de la production, est très intéressante puisqu'on a besoin que de quelques millilitres pour monter sur des grands volumes. Et donc, c'est vraiment cet aspect-là qui nous a intéressés pour justement créer cette matière liquide. Rosemary Auclair, vous nous l'avez dit, vous en êtes encore au stade du développement, du prototype. C'est quoi les prochaines étapes là? Parce que voilà, vous avez levé des fonds, vous êtes en plein développement. C'est quoi les prochaines étapes pour Woodlight? Oui, alors justement, la prochaine grosse étape, c'est le prototype. Comme dit, on est vraiment sur cet aspect-là de passer du tas cellulaire à plan entier. Et après, du coup, avant de passer à la commercialisation, on voudrait, comme je vous l'ai dit, ajouter cette étape d'infertilisation pour ensuite, du coup, pouvoir montrer ces plantes et faire déjà des tests en grandeur nature. On a déjà des contacts, des pourparlers. Je ne peux pas dire les grands groupes avec qui on est en train de discuter, mais on est vraiment en train de discuter justement sur comment on pourrait tester aussi ça, leur comportement à l'extérieur. Pourquoi pas en faire des liens végétalisés, parce qu'au début, en fait, on travaille sur des plantes modèles qui sont très connues scientifiquement. C'est une cousine du tabac, la plante sur laquelle on travaille en ce moment. Et l'idée, ensuite, ça sera très vite de se rapprocher donc des collectivités, des paysagistes urbains, pour connaître vraiment les variétés de plantes qui les intéressent particulièrement pour telle ou telle application qu'ils voudraient faire, pour que nous, après, en interne, on puisse développer ces plantes-là. Donc on va travailler en fait en parallèle sur différentes variétés pour proposer du coup un panel large de produits. Même question, c'est quoi votre imagination? Où est-ce que vous vous projetez quand vous dites voilà, on va se développer dans 4-5 ans, on en sera où? Dans 4-5 ans, l'objectif, c'est vraiment d'avoir lancé notre premier produit standardisé qui soit déployé dans différentes villes à l'échelle de l'Europe. Donc, avec cette étape intermédiaire qui est donc ce projet pilote dans la ville de Rambouillet. Qui va agir à la fois comme showroom, mais aussi comme preuve de concept pour tout quantifier et tout mesurer. Et donc, l'objectif, c'est vraiment, à l'échelle 4-5 ans, d'avoir réussi à déployer ces systèmes bioluminescents dans la ville. Et ben voilà, on vous le souhaite aux uns et aux autres. Merci beaucoup. Bon vent à toutes les deux. Bon vent à Glowy et Woodlight. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, il faut que je trouve une place de parking.
Smart Move, c'est notre chronique consacrée aux nouvelles mobilités. Bonjour Thibaut Chary. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le président cofondateur de Yes Park et vous allez donc m'aider à trouver une place de parking. Comment ? Exactement. On a fait ce constat il y a 7 ans maintenant, de grosses difficultés à se garer et en fait énormément de places de parking qui existent, qui sont là, mais qui sont vides en sous-sol, pas louées, parce qu'inconnues du grand public. Ouais. Notre métier, c'est vraiment d'aller les trouver, de les mettre au jour et de rendre leur location possible et facile. C'est-à-dire que ce sont des parkings, soit des parkings d'immeubles d'habitation, soit des parkings d'immeubles de bureaux, c'est ça, et qui sont pas ou sous-utilisés, notamment à certaines heures. Exactement, c'est ça. Tout type de propriétaires, on travaille beaucoup avec le logement notamment, et ces parkings sont effectivement plus ou moins utilisés au cours de la journée, mais on a aussi un gros stock de places qui n'est tout simplement pas loué. Et donc nous, on se focalise sur ces places qui sont disponibles tout le temps, 24 heures sur 24, et on les apporte à la location pour les automobilistes, pour qu'ils puissent avoir une place près de chez eux et pouvoir rentrer tranquillement le soir ou laisser leur véhicule sereinement. Alors, imaginons, je suis au volant, comment j'utilise l'appli Yes Park ? Donc le cas d'usage, c'est vraiment le riverain qui a besoin d'un parking près de chez soi. Dans les grandes villes, typiquement, les véhicules bougent assez peu. On n'a pas envie de le laisser toute une semaine sur la voirie. De surcroît, ça consomme de l'espace public. C'est pas très pertinent d'un point de vue ville. Et donc, ce riverain habite dans un immeuble qui n'a pas de parking, un immeuble ancien à Paris ou dans les grandes villes. Néanmoins, il y a un immeuble récent en face de chez lui ou à côté de chez lui. Donc, il va louer une place de parking dans cet immeuble plus récent. Il fait ça directement sur le site internet ou bien directement sur l'appli. Ça, c'est un des gros avantages de notre offre, c'est que c'est très simple, très facile. On n'a pas de dossier papier, on n'a pas de dossier même numérique, on n'a pas de chèque de caution, pas d'engagement. On souscrit en quelques minutes, quelques clics sur son application. On accède à la place via son téléphone. C'est aussi le téléphone qui fait office de télécommande pour rentrer dans le parking. Donc on a digitalisé toute la chaîne de location du parking pour rendre la vie simple pour l'utilisateur et simple aussi pour le propriétaire qui du coup n'a plus de badge à gérer par exemple. Oui, c'est ça, on n'est pas obligé d'aller chercher un badge pour pouvoir rentrer dans le parking en question. Et, pourquoi vous diriez que votre solution c'est l'avenir du parking dans nos villes ? C'est l'avenir du parking et c'est l'avenir de la ville. Pourquoi ? Parce que déjà on utilise beaucoup mieux un actif immobilier. Aujourd'hui le parking est parfois un actif inactif. Les parkings sous-utilisés. Ouais. Donc on va rendre la ville un peu plus intelligente, un peu plus cohérente, plus durable de ce point de vue-là. Par ailleurs, en libérant ces places de parking, en mettant au jour ces places de parking, on va drainer une partie du stationnement qui aujourd'hui s'effectue en voirie. Tous ces gens qui avant se garaient en voirie vont se garer demain et se garent aujourd'hui dans les parkings souterrains. Aujourd'hui, on a 20 000... On libère de la place, en haut, quoi. On libère de la place en haut. Ouais. On a 20 000 clients qui tous les jours se garent dans nos parkings. Ouais. Une place de parking, grosso modo, c'est 5 mètres de long. 20 000 x 5, ça fait 100 km. Donc, sans nous, il y aurait 100 km de plus de véhicules qui seraient bout à bout le long des rues. Ça commence à être assez important en termes d'impact dans la ville, et on sait que les places de parking, certes en voirie, certes c'est utile pour se garer, mais ça peut aussi servir à plein de choses, des terrasses, des espaces verts, des pistes cyclables. Donc on va aussi rendre comme ça la ville meilleure, l'avenir de la ville et l'avenir du parking, parce qu'on va connecter ces parkings, et que moi je suis assez convaincu que demain, un jour la voiture sera autonome, elle sera connectée, et qu'une voiture connectée autonome, elle a besoin de base arrière pour typiquement... absorber, lisser des creux de demande, des creux d'utilisation dans la ville. Une voiture connectée, sans parking connecté, elle ne pourra pas rentrer dans le parking. Ouais. Donc ces parkings, s'ils ne le sont pas, ils le deviendront connectés. Exactement, ça j'en suis convaincu. Vous imaginez à l'avenir. Vous l'avez dit, vous avez créé Yes Park en 2014. Vous avez créé ou trouvé combien de places de parking depuis ? On a 40 000 places de parking en France, un petit peu à l'étranger aussi, Italie et Pays-Bas. Ouais. Et dans les grandes villes françaises, j'imagine. Grandes villes françaises, la plupart des grandes métropoles, ouais. Et vous imaginez en créer, je dis créer, elles existent ces places, mais en les mettre au jour, combien dans les prochaines années ? C'est quoi votre objectif ? On aimerait bien doubler le volume de places d'ici 2 ans. Ça, c'est notre objectif. Ouais. Est-ce que vous êtes en concurrence avec les grands parkings qu'on connaît, qu'on peut utiliser un peu partout dans les villes ? Je ne pense pas. En tout cas, moi, je ne me vois pas comme tel. Pour la première raison, c'est qu'on va réutiliser un actif sous-utilisé qui n'était pas
à l'origine conçu comme étant un parking public. Oui, mais moi, par exemple, j'utilise, quand je viens ici bosser à Bismarck, j'utilise un parking classique, je ne vais pas citer la marque, donc tous les jours, pendant un certain nombre d'heures, j'utilise ce parking. Est-ce que moi, je peux être un client YesPark? Vous êtes abonné, vous venez régulièrement dans tous les jours. parking. Du lundi au vendredi, je viens tous les jours. Donc là, typiquement, effectivement, sur ce cas d'usage, on est concurrent. Néanmoins, quand on regarde les opérateurs classiques de parking public, le gros de leur activité, c'est pas de la location comme ce qu'on fait nous. Nous, nos clients viennent pour un mois minimum. On est vraiment locataire de la place. On va y rester plusieurs mois, plusieurs années. Eux, leur cœur de cible, c'est vraiment le stationnement de courte durée, rotatif. On reste quelques heures. Ce que nous, on ne fait pas du tout et qu'on n'a pas envie de faire. Vous l'avez un peu évoqué, mais je pense que c'est important de rentrer un peu plus dans le détail. Est-ce que vous avez évalué, vous avez parlé de la place, mais les économies que votre solution, elle permet de faire en termes de pollution urbaine, en termes même de matériaux de construction, d'une certaine façon? Oui, j'ai plus les chiffres en tête. On a un compteur, on compte... les tonnes de CO2 économisées. Oui, parce que quand on cherche une place de parking, on pollue forcément. Oui, si on regarde, allez, mettons que nos 20 000 clients prendraient, s'ils se garaient dans la rue, 30 minutes tous les jours, le matin, le soir, pour se garer. 30 minutes, 20 000 personnes, ça fait 10 000 heures de gagner chaque jour. Donc c'est 10 000 heures de voitures qui tournent et 10 000 heures de CO2. Alors il faudrait les convertir ensuite, mais ça commence à être impactant. Oui, en matériaux de construction aussi, parce que pas besoin de construire de nouveaux parkings. Parce que les 40 000 places, il faudrait les construire. Ça commence à faire des beaux parkings, 40 000 places. Je pense que vous sortez d'une bonne année de croissance. Et c'est bien parce que voilà, quand moi j'ai des entrepreneurs qui peuvent dire on a progressé en 2020, il faut le mettre en avant. Vous avez fait quelle croissance en 2020? Alors le chiffre de la croissance, on le taira, mais effectivement, le marché du stationnement longue durée, en tout cas, se porte bien, malgré le contexte un peu particulier. Pourquoi? Parce que la plupart des villes, Paris en tête, partagent cette réflexion de dire, finalement, une voiture qui reste une semaine garée le long du trottoir, ça n'a pas de sens, ça occupe mal l'espace, ça utilise mal l'espace. Il y a des places vides. Cette voiture qui reste garée une semaine, mettons-la en sous-sol. Et de surcroît, ça bénéficie aussi aux propriétaires. Nous, on a un peu plus de 200 propriétaires partenaires en France. Eux, ils sont friands de rentabiliser leur actif, de créer aussi de la circulation dans le parking. Ça, c'est un gage de sécurité, ça va rassurer les gens. Un parking qui est vide, c'est un parking qui fait peur. Au contraire, quand on a un parking qui vit, là, on peut mieux maîtriser ce qui se passe dedans. Merci Thibaut Chary, bon vent à YesPark. Voilà, c'est la fin de ce Smart Futur. Merci à Olivia Hieré-Dobré qui l'a préparé à mes côtés. Merci à toutes les équipes techniques de Bismart. Bravo pour le boulot effectué. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Alors je vous donne rendez-vous lundi pour Smart Impact. Vous le savez, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Bon week-end à tous. Vous pouvez revenir en janvier 2021. Salut. Ce programme vous a été présenté par SEAT.